Culture sur mesure, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Brahms et ses trios avec piano sont au cœur de ce nouvel épisode. Avec le violoniste David Arutyunian, je vous propose d'entendre l'histoire du trio qu'il forme avec ses amis d'enfance, tous trois partis d'Arménie pour sillonner les plus belles scènes mondiales. Nous irons au cœur des trios avec piano numéro 2 et 3 de Brahms, un répertoire exigeant qu'ils ont interprété sur scène pendant des années avant que de l'enregistrer. Le disque est disponible au label Rubicon. David Arutyunian, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler d'un disque que vous publiez avec Sofia Melikian au piano et Michael Aknazarian au violoncelle, les trios pour piano numéro 2 et 3 de Brahms. Avant d'évoquer ces deux trios, on va parler de votre projet Tout Brahms, dont justement le disque d'aujourd'hui est le premier chapitre. Pourquoi Brahms ? Merci d'abord pour votre invitation et votre intérêt pour ce disque, Anne-Sandrine. En fait, c'est une histoire vraiment à la jeunesse de tous. C'est une histoire amicale. Avec Michael et Sofia, on se connaît depuis... L'enfance, on se connaît depuis qu'on a 9-10 ans. Bon, à l'époque, Michael, il avait 2 ans de plus que moi, donc c'était énorme comme différence. Mais on était, on a été très vite, on avait les mêmes folies musicales, c'est-à-dire on était complètement accro à la musique. On était en Arménie, c'était dans les années un petit peu compliquées après la chute de l'Union soviétique, où on avait 2 heures d'électricité, donc il fallait que je charge la batterie de mon lecteur CD que j'avais reçu en 91, je crois. Et en fait, ma mère, ma tante partant assez régulièrement à l'étranger, m'apportaient des disques. Et en fait, on se retrouvait souvent à la lumière des bougies à écouter des disques. Donc le disque, le CD en soi, ça a vraiment une importance énorme pour nous. Une source d'évasion. C'est une source d'évasion et puis c'est une source d'inspiration et puis c'était vraiment c'était un peu nos petites bibles à nous petits Arméniens à cette époque-là qui avions vraiment pas grand-chose à quoi s'accrocher parce que et en fait on a évidemment beaucoup joué ensemble une fois qu'on était chacun partis, parce que c'est d'abord Sofia qui est partie en Espagne, ensuite moi à Paris et Michael est parti en Suisse d'abord et ensuite à Berlin. Donc on s'est régulièrement retrouvés par-ci par-là en Europe et en Arménie aussi. D'ailleurs on n'a pas beaucoup joué en Arménie ensemble, ni pas ensemble d'ailleurs, mais on a beaucoup plus œuvré là où on habitait, quoi. Et en vous fait, étiez copains de conservatoire on aussi. était copains de conservatoire, c'est-à-dire on était. Mon premier avion, j'ai pris à 15 ans avec Mika, je me souviens, Michael, pardon, et je me souviens très bien comme si c'était hier. On était 3 copains. C'était vraiment, et c'était pour partir en France en plus, donc c'est des souvenirs qu'on n'oublie jamais. La preuve que plusieurs années plus tard, je m'en souviens encore. Et en fait, on a joué pas mal de trios, de quintettes, de sextuors ensemble. Évidemment, il y avait toujours il y a toujours cette volonté de défendre la musique arménienne, mais là, il y avait vraiment quelque chose qu'elle en tient de façon physique, profonde et c'est historique presque dans votre amitié. Exactement. Et votre formation de jeune. Exactement. Et en fait, Brahms, Brahms, il nous tient par les cellules. En fait, il faut vraiment le savoir. On n'est pas les seuls à le sentir de cette manière, mais la musique de Brahms, elle n'est pas que instrumentale, elle est vraiment physiologique. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule cellule de notre corps qui la sent pas, qui la joue pas, en fait. Et du coup, c'était vraiment très naturel de commencer et de s'imaginer un cycle, un grand projet, en fait. Et il se trouve que le directeur du label Rubicon, qui est un label anglais, qui a été créé par Matthew Cosgrove. Et c'est un ancien de Deutsche Grammophon qui a créé Onyx et il a vraiment voulu faire ce qu'il voulait. Donc finalement, Michael, un jour, il m'appelle, il me dit, et si on commençait? Et c'était en mars 2020. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, du coup, le projet a été... Le début de tout et pas la fin. Voilà, finalement. c'est ça. Et en fait,
On devait se voir, on devait faire déjà les concerts en avril, je crois. Mais évidemment, je dis je crois parce que comme rien n'a eu lieu, tout a été un petit peu effacé. Heureusement, on a pu ensuite faire ce programme à la salle Cortot à Paris il y a un an et quelques maintenant. Donc le projet a démarré un petit peu plus lentement. L'idée, c'était de commencer par les trios parce que c'est la rencontre de 3 solistes. En plus, voilà, comme je vous disais, dans nos inspirations, il y a le fameux $1 Million Trio qui est celui de Heifetz, Piatigorsky et Rubinstein. Et ça, je pense que c'est un des disques qu'on emporterait tous les 3 sur une île déserte. Donc les Schubert et l'archiduc, le premier de Schubert et l'archiduc de Beethoven, je pense que ça nous a accompagnés. Moi, personnellement, mes enfants sont nés sur les 2 mouvements lents de chaque trio. Donc il y a vraiment beaucoup de... la formation du trio, c'est pareil, c'est aussi quelque chose dans lequel on a adoré toujours se retrouver et quand on a joué pour la première fois quand on était partis, les gens nous disaient mais on sent votre, c'est même plus une amitié ou quoi que ce soit, c'est juste une connexion. Je pense qu'on a à peine besoin de se regarder, on se sent, on sait exactement ce que chacun sent, comment il va réagir à ce qu'on propose. Et il y a une espèce de triangle qui est vraiment très très naturel et pas du tout angulé. Oui, ce lien entre vous 3 et ce lien avec Brahms, dont vous nous avez parlé en commençant, puisque l'objet disque et les disques que vous écoutiez étaient importants et Brahms était bien entendu parmi tous les auteurs que vous écoutiez. Pourquoi est-ce que vous écrivez dans le livret que Brahms est un pont, un lien fort entre la culture classique et la culture arménienne? Brahms, c'est... comme quelques compositeurs comme Bartók ou Khachaturian. Alors au XXe siècle aussi, il y a eu par exemple Astor Piazzolla il est allé puiser dans les, on va dire, bas-fonds de Buenos Aires ses inspirations et puis il en a fait une musique entre guillemets savante, c'est-à-dire à la portée de tous. Eh bien, Brahms, évidemment, il a fait ça bien avant. Il est allé puiser dans le folklore hongrois, dans toutes les, alors entre les mélodies, entre les danses, il a pu vraiment, avec la maîtrise de la forme qu'il avait lui, voilà, je pense que on peut. Haydn étant leur grand-papa, on va dire, avec Beethoven, c'était les 2 qui maîtrisaient la forme. Je pense que leur trace restera dans l'univers, même si la Terre disparaît un jour. Donc Brahms, il a pu apporter ça. Et en fait, c'était pour nous... Alors, la tradition hongroise étant quand même assez proche de la tradition arménienne, musicale en tout cas, parce qu'il y a cette envie de faire de la musique où qu'on soit, après un repas... de la chanter, de la transmettre aussi, et puis nous, on a eu des compositeurs dans lesquels on a baigné évidemment. Je pense d'abord à Khachaturian, à Komitas, qui sont allés chercher ces musiques. Alors en France, tout le monde connaît, dans le milieu classique, tout le monde connaît le concerto de Khachaturian, sauf qu'on ne sait pas que le thème principal, c'est la petite caille blessée, qui est une chanson populaire arménienne. Donc en fait, cette connexion, elle était hyper naturelle pour nous. C'était vraiment, on est allé directement... on n'avait pas l'impression de jouer une musique étrangère, en fait. Oui. Et on n'en a toujours pas, d'ailleurs. On revient au disque et à ce projet. Le premier disque donc de cette série qui sera longue est dédié au second et troisième trio pour piano, des œuvres dans lesquelles l'art de Brahms est tout à sa maturité. Pourquoi n'avez-vous pas enregistré le premier trio en premier? En fait, parce qu'il y a un anachronisme dans les numéros de trio de Brahms. Le premier trio a 2 versions. Il y a une première version que, heureusement, Brahms, qui est un grand destructeur de sa propre musique, ne l'a pas fait. Donc, il a eu
la gentillesse envers nous, enfin envers ceux qui l'ont suivi, de la retravailler et non pas de détruire. Parce qu'en fait, le premier trio, il l'avait écrit très jeune et vers la fin de sa vie, il l'a retravaillé. Donc, il a toujours gardé le numéro d'opus 8, mais en fait, il aurait pu être dans les opus 100, enfin bien après 100. Donc nous, on a décidé de commencer par l'ordre, en fait. En commençant par le deuxième trio qui est le numéro 2, mais en fait qui est le premier, et qu'il a... Alors, Brahms, tout le monde sait qu'il a détruit, je pense, 70-80% de son œuvre, malheureusement. Mais celui-là lui plaisait particulièrement, il en était très satisfait. Alors, il était satisfait, c'est ce qu'il disait. C'est pas souvent qu'il disait ça. Non. Il a commencé un autre trio en même temps que le trio Do majeur, donc le deuxième, en mi bémol majeur, qu'il avait présenté évidemment après la mort de Schumann, même avant d'ailleurs. Il a beaucoup attendu des approbations de Clara Schumann parce qu'il était, c'était le petit jeune et qui était extrêmement soucieux de plaire, enfin que son art en tout cas plaise à Clara Schumann. Et alors Clara Schumann avait beaucoup aimé ce mouvement de trio qu'il avait écrit en mi bémol majeur, mais finalement Brahms, je crois que c'était, alors j'aime pas porter des jugements, mais je crois qu'il était très têtu. Enfin, s'il n'aimait pas quelque chose qu'il avait fait, malheureusement, ça partait en fumée, littéralement. Donc, malheureusement, voilà, il y a plein de choses qu'il a détruites lui-même. Mais ce trio lui avait bien plu. Alors, il a écrit ça, je crois, dans un moment assez joyeux ou heureux, en tout cas, parce qu'il a... En été, déjà. En été, voilà. Il l'a écrit en été. En 1880. Exactement. Alors, il a commencé en 1880, après il a un petit peu arrêté, il l'a repris. Enfin, il avait commencé les deux mouvements justement avec cet autre trio. Mais en fait, il y a, donc, c'est l'opus 87 qui est en Do majeur. C'est une tonalité qui est très, très peu habituelle à Brahms. On verra dans ses œuvres tardives, il y a plus... Enfin, il y a assez dans les intermezzos pour piano, dans les pièces pour piano, c'est extrêmement tendu harmoniquement toujours. Donc ce Do majeur, c'est une espèce de ouverture au monde qui est ensuite suivie par le quintet à deux altos qu'il a écrit en Fa majeur, on appelle, je ne sais pas si c'est lui-même qui avait donné ce nom qu'on appelle le printemps. Alors ce Fa majeur ça pourrait s'apparenter au printemps de Beethoven qui est aussi en Fa majeur. Donc c'est tout plein de petits détails qui montraient qu'il était bien à ce moment-là de sa vie, Brahms. Donc, alors, ça n'empêche pas que le deuxième mouvement, c'est un mouvement extrêmement tendu qui est directement dans la tonalité relative de la mineure, qui a un thème et variation qui est un des plus sublimes mouvements de tout du monde. Du monde. En fait, les deux trios sont assez contraires en fait. Si on met les quatre mouvements ensemble, alors le premier mouvement, déjà les tonalités, ils sont en Do majeur et Do mineur. Oui. Donc c'était aussi, bon, on n'a pas choisi nous parce que c'était deux trios qui se suivent dans le répertoire, dans le catalogue des œuvres de Brahms. Mais en fait, il y a quand même ces mouvements qui sont extrêmement contraires parce que le Do mineur... Ils sont comme en miroir. Exactement, ils sont complètement en miroir parce que le mouvement lent du troisième trio qui est en Do mineur, il est en Do majeur. Donc il aurait pu mettre dans la tonalité relative, mais en fait il l'a mis directement dans la même tonalité mais en majeur, qui est dans le contraire du La mineur, qui est le mouvement lent. Le scherzo du trio en Do majeur est en Do mineur, donc il a déjà lui-même tout de suite en fait opposé le mouvement. Tout le mouvement il est très sombre, il est très un peu presque morcelé parce que c'est des espèces de, enfin je sais pas si on devait faire ça aujourd'hui, si on devait avoir une image, moi je verrais plutôt un film de Tim Burton où il y a plein de personnages un petit peu étranges et pas humains, quoi. C'est-à-dire des choses qu'on connaît pas. Et donc le troisième mouvement de l'autre côté, qui est un mouvement lent, c'est en Do majeur, donc c'est vraiment l'ouverture. Alors que dans le troisième trio, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire d'habitude on écrit un premier mouvement, un mouvement lent, un scherzo et le final. Là, il a fait le contraire. Bon, c'était pas tant après que ça, parce qu'il l'a écrit en 1886, le troisième trio.
Il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Naturellement, je me dis, voilà deux œuvres qu'il a écrites dans une période estivale, et elles sont tellement diamétralement différentes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que, déjà, quand on prend... ce qui est marrant, c'est que le premier trio, on va quand même en parler, même s'il ne figure pas sur le disque, le premier trio, il est en si majeur. Ça, c'est une tonalité que les cordes ne connaissaient vraiment pas beaucoup. Enfin, il y a très peu de choses en si majeur. C'est-à-dire, si majeur, il y a Fa, Do, Sol, Ré, La. Il y a tous ces dièses qui sont extrêmement peu communs pour l'époque. Donc, si majeur, Do mineur. Et il faut savoir aussi que l'année 1886, l'année où il a écrit le troisième trio, c'est une année pour le répertoire classique du violon notamment. C'est l'année de la sonate de Franck, c'est l'année où Richard Strauss a commencé sa sonate, il l'a fini un peu plus tard, parce qu'il était un peu jeune et inexpérimenté. Et l'année de la deuxième sonate de Brahms, qui est en La majeure. Et ça a été créé par Jenő Hubay, qui était un des plus grands violonistes hongrois. Il a même écrit quelques petites pièces pour violon, et David Popper, donc le violoncelliste du 19e siècle. Donc, et Brahms au piano, évidemment, parce qu'il n'allait quand même pas donner tout à Clara Schumann. Donc voilà, cette espèce de contraste entre ces deux trios, ne serait-ce que par leur nom. Enfin, ils sont en Do majeur et Do mineur. Donc, on entame le deuxième trio en Do majeur avec beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, en tout cas. Enfin, la couleur sombre n'existe presque pas, alors que le troisième trio, c'est un coup de hache, quoi, directement, et c'est à couper le souffle, quoi, directement. Donc, évidemment, nous, il faut pas qu'on coupe le souffle de ceux qui écoutent, mais il y a quelque chose en tout cas de très choquant et dramatique dans le sens tragique presque, parce que on arrive sur quelque chose qui est vraiment complètement opposé à ce qu'on proposait dans le deuxième trio, qui était beaucoup plus lyrique, avec un thème très positif. Et quelle sera donc la prochaine œuvre enregistrée? Dans le projet Brahms, on va terminer les trios, donc, et comme le projet Brahms en fait englobe toutes les œuvres de Brahms avec piano, eh bien on aura le premier trio, donc le dernier trio, voilà, en si majeur, et le premier quatuor avec piano, qui est pour le coup une œuvre de jeunesse avec ce fameux final à la hongroise qu'on connaît, qui fait un petit peu partie des grands classiques des festivals, des salles de concert. Pareil, ça fait partie des choses pour lesquelles, en tout cas, moi, je fais du violon. Et en fait, quand on entend la première fois ces œuvres, que ce soit le quatuor ou les trios, moi, en tout cas, mon réflexe, c'est de me dire, c'était il y a longtemps maintenant, mais c'était de me dire, d'abord la partition, ensuite avec qui on va le jouer, et puis on pense vraiment, c'est presque une idée fixe en fait quand on découvre, et c'est pour un musicien c'est le plus grand des bonheurs, c'est de trouver. Alors là on est dans des grands classiques on va dire, mais ça, la même chose arrive avec des compositeurs un petit peu moins connus. Enfin moi en tout cas la première fois que j'ai entendu, pareil c'était il y a assez longtemps, mais la sonate de Janacek, pour moi, c'était physiologique. Il fallait que je la joue et il fallait que ça se passe le plus vite possible. Donc, dès qu'on me proposait un concert, je mettais la sonate de Janacek et il fallait que ça passe par mes cellules. On termine juste avec une question sur la forme du trio, puisque ce disque interprète les deux grands trios de Brahms, les numéros 2 et 3. Le trio violon, violoncelle, piano, c'est à la fois tout et peu en musique. Et alors la forme du trio, c'est un petit peu étrange, parce que c'est entre la forme sonate et le quatuor qui n'a vraiment plus rien à voir. Enfin, le quatuor à cordes en tout cas, parce que le quatuor à cordes c'est une seule entité. Le trio c'est trois entités, c'est-à-dire c'est trois, on va dire, solistes qui se retrouvent à jouer, et puis surtout on a toute cette histoire en fait depuis le début de l'enregistrement, donc avec les trios de Casals, Cortot, Thibault, avec Heifetz, Piatigorsky ou Heifetz Feuermann, qui était aussi une équipe qui était une équipe incroyable, avec Rubinstein évidemment, il y avait Stern, Istomin, Rose,
Kremer, Argerich, Maïski, qui sont un petit peu nos... Alors, on essaie de s'en détacher parce qu'on c'est des idéaux vraiment, artistiques, qu'on ne peut pas oublier. Quand on a présenté ce disque, on est tombé sur un site où on était référencé en même temps que Stern, Istomin et Rose. Et on s'est dit quand même, on a de la chance parce que de figurer à côté de ces noms qui sont pour nous tous des sources d'inspiration, mais encore, nous, on essaye d'apporter à notre manière, parce qu'évidemment, depuis longtemps, on essaye de ne pas écouter, tellement ça peut être... c'est énorme, et puis il ne faut pas être non plus trop influencé par ces grandes personnalités. Alors ce disque, quand est-il disponible et sous quel label ? Alors le disque est disponible depuis le 26 novembre 2021 sur le label Rubicon, qui est un label anglais, qui est un label très dynamique et créé par un grand monsieur qui connaît très très bien l'industrie du disque parce qu'il travaillait chez Deutsche Grammophon et qu'il a ensuite fondé Onyx, et finalement il s'est dit qu'il serait mieux sur un label où il serait vraiment indépendant. Et bien sûr, on mettra le lien sur le site, sur les fiches du podcast. Et on vous souhaite une très très belle histoire avec ce disque et tout ce projet. Merci beaucoup, Anne-Sandrine. Retrouvez Culture sur mesure avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Sandrine Di Girolamo.